les Australes. Le Polynésien, lui, il observe la nature. C'est comme ça qu'il lit dans la mer, à quel moment, les courants, il peut pêcher ce poisson, le rahoui, tel endroit, il ne faut pas trop pêcher. Il le sait. Son livre, il est dans la nature. Le projet Éco-Sentinelle, déjà on va commencer par la définition du mot éco-sentinelle. Éco, ça vient du mot écologie, sentinelle, ça fait référence aux personnes qui surveillent. Donc c'est l'idée de surveiller l'environnement, d'être des veilleurs à la protection de l'environnement. Quand on aura nos diplômes, on se sentira éco-sentinelle. Voilà. Mais pour avoir le diplôme, il faut d'abord définir ça. Ah non, c'est pas juste. Passer l'examen. Voilà, faut passer l'examen. Nous, ce qu'on propose, en fait, c'est de recruter des bénévoles, de leur dispenser une formation de base au développement durable, et ce qui va nous permettre de parler tous ensemble le même langage. Et ensuite, sur cette base, d'avoir des personnes référentes dans les îles, sur lesquelles nous, la fédération, va pouvoir s'appuyer. Donc quand je dis la fédération, c'est aussi toutes ces associations membres et toutes les personnes amies de la fédération. Veiller à la protection de l'environnement. Qu'est-ce que c'est Si on doit avoir un langage commun, voilà. Prendre soin de sa nature. Comme Tahiti, ça produit tout. Alors, Mauro, ça va être de mots petits. Nous, on est basé sur Tahiti et Moorea. C'est un peu le centre économique, administratif de la Polynésie française. Mais il y a 118 îles au total et beaucoup d'entre elles sont très isolées niveau communication, niveau internet, niveau réception des médias principaux comme les journaux, etc. On crée ce réseau pour que ces référents puissent être notre relais dans les îles. Donc le relais, ça veut dire que on peut faire descendre de l'information vers eux, ils vont la diffuser dans leur communauté et inversement, eux vont nous faire remonter l'information par conséquent. Donc ça peut être tout type d'information, il y a une problématique environnementale dans telle île, il nous faut remonter cette information et par exemple ça peut être, écoute, il y a un appel à projet d'une institution ici sur Tahiti, on fait descendre l'information, comme ça on délègue aussi. Quand on va prononcer, on ne peut pas dire Matara. C'est comme tout à l'heure avec... C'est Matara. On a choisi le nom Hei Matahara pour deux raisons. Donc déjà, Hei, ça veut dire en tahitien la couronne. Une couronne, ce sont plusieurs éléments qui sont reliés ensemble et qui ne font qu'un. Donc c'est aussi l'idée du réseau. Matahara, Mata, ça veut dire les yeux, Ara, ça veut dire ouvert. Le son, c'est presque le même, mais là, c'est vraiment ouvert. Donc c'est un réseau de personnes qui surveillent. Ces personnes n'ont pas des qualités de gestionnaires, c'est juste des personnes qui sont bénévoles à informer les gens, à sensibiliser les gens s'ils veulent bien recevoir l'information. C'est des personnes qui sont libres aussi de leurs actes, donc elles mettent en place des actions environnementales ou pas. Nous, notre espoir, c'est juste de pouvoir faire vivre un réseau et que ce réseau soit le plus productif possible. Être une sentinelle, c'est d'aller dans tous les endroits, de regarder, de vérifier si tout se passe bien et d'apporter aussi des choses pour améliorer des secteurs qui ont besoin d'aide. On a donné un nom en tahitien, Matahara, c'est vraiment surveillé, parce que le mot Matahara, on l'utilise souvent entre la mère et l'enfant. Et un enfant, il faut tout le temps le surveiller parce qu'un enfant, il fait ce qu'il veut. Et c'est un peu comme ça que nous devons le faire. Nous devons être comme des personnes adultes qui s'occupent un peu de nos enfants. Ça permet d'abord de veiller à ce que son île soit bien conservée, soit bien préservée au niveau environnemental. Et également tisser un lien entre chaque île des Australes et pourquoi pas toute la Polynésie. On a dû faire le choix de 2 éco-sentinelles par île, donc 10 éco-sentinelles au total. Bon, il se trouve qu'on a pu ouvrir un petit peu plus, donc c'est tant mieux, maintenant on est à 15 à peu près. Il fallait bien commencer quelque part. Et on a choisi les Australes parce que c'était là où on avait le réseau de contact le plus grand en dehors de Tahiti et Moorea.
que réchauffement climatique, le réchauffement global. On est en train de dispenser une formation de base sur le développement durable qui alterne entre salle de classe et terrain. Le développement durable, en somme, c'est comment profiter de la vie d'aujourd'hui sans entacher à la vie des générations futures. Donc c'est trois grands axes. Le premier, c'est l'axe environnemental, le deuxième, c'est l'axe économique et le troisième, c'est l'axe sociétal. Si vous n'avez pas compris d'où vient le problème vient que l'argent est fictif et pour pouvoir créer de l'argent, il faut consommer. Parce que si tu ne consommes pas, tu n'es pas demandeur d'argent, donc il n'y a plus de différence. Et s'il n'y a plus cette différence, il n'y a plus d'argent et paf, le système il s'écroule. Permaculture, c'est de la culture en permanence, culture permanente. En fait, c'est un système ancien que nos ancêtres faisaient déjà. Le Paitaro déjà, c'est une méthode de la permaculture. Où on utilise toujours, on travaille avec la nature. Voilà. Ça, c'est permaculture. La visite qu'on a faite ce matin, c'est une visite sur une petite exploitation, donc ce qu'on appelle des micro-fermes par exemple, qui est une exploitation à fort rendement sur des petites surfaces. Le but principal de mon intervention ici, c'était de présenter des modèles d'agriculture alternative pour pouvoir produire de la nourriture de qualité, tout en ayant un impact bénéfique sur l'environnement en termes de soit de réchauffement climatique, soit d'impact direct sur les pollutions, par exemple du lagon ou sur la conservation des sols. Notre objectif, c'est qu'ils soient acteurs et qu'ils aident les enfants dans la démarche de protéger notre environnement marin. Donc je pense qu'on a réussi à travers cette semaine, et tous autant qu'on est, à leur apporter nos connaissances, transmettre notre savoir et notre passion aussi, parce qu'il faut de la passion pour faire ce qu'on fait. Alors ses yeux, ça lui sert à quoi? Voilà. Ces jours, ça leur permet, de voir autre chose, de compléter avec ce qu'ils ont, parce qu'aux Australes, ils ont une richesse qui est énorme. Nous, Tahiti, Moorea, on en a un peu moins. Donc de voir un peu les conséquences de tout ça sur des îles qui sont un peu plus peuplées, un peu plus construites, et de bien prendre conscience qu'eux, ils doivent vraiment protéger leur territoire. Et je pense qu'ils vont arriver à faire le lien entre ce qu'ils ont vu ici, ce qu'ils ont appris, et ce qu'ils vont retransmettre auprès des autres. C'est clairement pas nous qui allons aller dire attention, il faut faire comme ci, comme ça. Au contraire, nous on veut que ça vienne de leur propre initiative. Et s'ils sont ici aujourd'hui, c'est pas parce qu'on les a forcés, c'est pas parce qu'on leur a demandé, c'est pas parce qu'on leur a fait de la propagande ou du lavage de cerveau, c'est parce que vraiment eux, ils voulaient absolument participer à cette formation et être les acteurs du changement dans leur vie. Les enfants, on leur apprend des nouveaux gestes pour qu'ils changent de comportement et qu'ils deviennent des adultes respectueux de l'environnement. Un adulte, on va avoir du mal à changer nos comportements. Par contre, on peut l'impliquer à comprendre pourquoi il faut protéger et à mettre en œuvre des démarches et à relayer cette information. On a toujours fait ça de manière ancestrale. On a toujours respecté nos anciens. Nos anciens nous expliquent et nous disent il ne faut pas faire ça et on les écoute. Là, c'est remettre un peu ça au goût du jour. Quand vous aurez craché, on va rincer. Quand on sera dans l'eau, on mettra le masque. Ma mère m'a dit à ne pas cracher devant les autres. C'est très très important pour nous de ne pas évincer les connaissances traditionnelles parce qu'en fait on se rend compte que ce sont des connaissances qui remontent à de très très longues années en arrière. Donc c'est des générations et des générations d'accumulation de connaissances sur l'environnement parce que ces personnes vivaient dans leur environnement vraiment. Donc on ne peut absolument pas évincer tout le volet culturel parce qu'en Polynésie et dans beaucoup de cultures autochtones, la nature, ça fait partie de la culture et la culture, ça fait partie de la nature. Donc il n'y a plus de différence entre ces choses-là. Je parle du vrai Polynésien. Le cocotier, à quel moment il produit, quand il peut donner des cocos, comment on peut l'utiliser, les différents stades. Ça, il le sait, ça, il lit. Mais c'est la nouvelle génération, elle s'en fiche. La culture, elle va finir par mourir. À tout point, ici, on ne fait rien. Mais il faut leur en parler, il faut qu'ils comprennent. Et pour faire comprendre, ce n'est pas des scientifiques qu'il faut amener tout de suite. C'est des gens qui parlent le même langage qu'eux. Parce que c'est culturel. C'est pas le même.
L'idée aussi, c'était de créer du lien, donc faciliter les échanges, créer du lien entre l'expertise des Tahiti, de la formation, et puis l'expertise des éco-sentinelles qui viennent des îles. Chaque fois, on est intervenu, soit en début de cours, soit en fin de cours, pour justement recueillir leurs ressentis avec des petits exercices, vraiment travailler sur les valeurs, sur du concret, sur des petites actions, sur leurs doutes, sur leurs freins, essayer de surmonter tout ça pour qu'ils repartent avec un maximum. Ils ont des craintes, des freins, des résistances, mais tout ça, j'aurais tendance à dire que c'est normal. C'est vraiment normal parce que c'est aussi comme ça lorsqu'on prend en charge un engagement, une mission, un rôle, plein de questions se posent. Comment? Et est-ce que je vais bien faire? Est-ce que je vais avoir aussi dans mes actions des phases où je vais être découragée par des éléments externes? Le seul vrai changement qu'on peut inculquer, c'est par la transmission, c'est par l'éducation. On parle souvent d'éducation environnementale auprès des jeunes enfants et je suis persuadée que c'est absolument essentiel. Mais le changement de mentalité, le changement de conscience, c'est pas quelque chose qui a à voir avec l'âge. On peut changer sa mentalité, on peut changer sa façon de vivre à tout âge. Il y a un mouvement de la société civile qui est tellement puissant qu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'idéologie. C'est un mouvement qui est silencieux, mais qui est en train de surgir de plein d'endroits du monde, de partout, de toutes les classes sociales, de tous les milieux, dans tous les climats qu'on peut imaginer. Il y a des gens qui se réveillent, qui se disent « il faut qu'on change la façon qu'on a de vivre ». Parce que c'est pas une façon durable et ça m'encourage beaucoup de voir que oui, c'est vrai, il y a ces éco-sentinelles et il y a encore plein d'autres personnes, il n'y a pas que les éco-sentinelles, on est plein et on va finir par changer, on va finir par réussir.